Bonjour à tous, merci à ceux qui se sont déjà connectés à l'heure pile. On va attendre quelques minutes pour démarrer, parce qu'on a un nombre d'inscrits et on voit si les derniers retardataires se connectent. On démarrera d'ici 3 minutes, 3 4 minutes. On va démarrer. En attendant, on voit qu'il y a un nombre de personnes conséquent qui s'est connecté. Donc, rebonjour à ceux qui n'étaient pas là la première fois que j'ai dit bonjour. Bienvenue dans ce webinaire Culture Sécurité. Donc, on va être ensemble pour une petite heure qui va se diviser en plusieurs étapes et je vous présenterai ça plus tard. Donc, ce webinaire est intitulé La sécurité ne s'impose pas, elle se vit. Et voilà, on va vous présenter quelques éléments importants de la culture sécurité comme on l'entend. Dans un premier temps, on va définir quelques règles pour ce webinaire. La première, c'est au choix. Vous pouvez allumer vos caméras ou pas. C'est vous qui décidez. S'il vous plaît, coupez votre micro pour pas qu'on soit perturbé par les bruits de fond éventuels. On va lancer également une session de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, ce sera des questions-réponses sous format écrit et auxquelles nous répondrons. Ce webinaire est enregistré et il sera mis à disposition sur notre site internet. Et puis une synthèse des questions-réponses qui sera envoyée par email à la suite de ce webinaire. Pour introduire notre propos et ce webinaire, on voulait vous présenter donc Dolphins
et Egide International. Donc Egide International est une filiale du groupe Dolphins. Dolphins s'agissant autour de l'excellence opérationnelle et divisé en trois piliers importants, la gestion des actifs et leur intégrité. Donc autour de l'inspection de rigs pétroliers, l'inspection de photovoltaïque, l'inspection d'éléments solaires. Le capital humain autour de la formation, diverses formations qu'on peut dispenser, de prestations de conseils opérationnels en HSE, sur du conseil de projet, etc. Et puis une thématique autour des systèmes de management opérationnels, que ce soit des systèmes de management HSE, que ce soit des systèmes de management de la maintenance, qui renforcent un peu et qui nous amènent à avoir une vision globale autour de cette excellence opérationnelle. Donc pour ma part, moi, je suis donc Maxime Planteil, le Business Line Manager Audit HSE, impliqué et salarié chez Egide depuis plus de 7 ans maintenant, et impliqué sur une grande partie des projets liés à la culture sécurité qu'on a pu mener au cours de notre activité. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui par Samuel Audio. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent. Donc pour ma part, Samuel Audio, moi je suis chef de projet HSE chez Agile International depuis quelques années maintenant, donc, aux côtés de Maxime. Et donc j'accompagne directement les entreprises aussi bien dans la mise en place ou dans le suivi des systèmes de management de la sécurité, ainsi que dans les démarches d'évaluation et d'amélioration de la culture sécurité. Donc, ce webinaire, il va se diviser en plusieurs étapes. Une première partie introductive, finalement, où on va vous présenter quelques définitions clés et quelques statistiques clés. On va vous présenter aussi la méthodologie potentiellement que vous pourriez mettre en place, des retours d'expérience et des leviers d'amélioration qu'on a vus au cours des différents projets qu'on a pu réaliser. Et comme je vous le disais, une session de questions-réponses euh, qui durera plus ou moins longtemps en fonction du nombre de questions qu'il y aura. Donc pour démarrer, on va démarrer d'un constat. C'est-à-dire que on constate aujourd'hui sur les années 2022 et 2023, qui sont les dernières statistiques publiées, que le nombre d'accidents mortels est en évolution et pas en évolution positive, plutôt en évolution négative avec un nombre qui est croissant. Finalement, qu'est-ce que cette slide elle nous dit? Elle nous dit qu'il y a aussi un nombre d'entreprises certifiées, hein, quel que soit le système de management, que ce soit un système ISO, que ce soit un système MAS, qu'il y a un nombre d'entreprises qui augmente, qui sont certifiées, mais pour autant, les accidents ne diminuent pas. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, que les systèmes qui sont mis en place, ils ne servent à rien, loin de là. Mais ça veut surtout dire que, à côté de la mise en place du système, il y a la nécessité de mettre en place des actions supplémentaires liées à la culture sécurité pour l'évaluer, pour mettre en place des actions, et puis derrière, pour finalement arriver à quelque chose qui est de bonne qualité et avoir des résultats satisfaisants. Donc, la conclusion de cette slide, c'est donc la mise en place de systèmes, hein, de procédures, de modes opératoires n'est pas suffisant et qu'il faut aller au-delà, justement, pour évaluer et avoir une culture sécurité positive. Donc, à partir de là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vraie question, c'est pas avons-nous des règles de sécurité, puisque la grande majorité, ou en tout cas, on va dire une grande majorité des entreprises ont des règles de sécurité. Elles sont en place, elles sont là. Mais c'est surtout comment chacun les incarne au quotidien. Et finalement, l'incarnation de ces règles au quotidien, elle se traduit par quatre euh, piliers qui peuvent être les croyances. Les croyances, c'est le fait de croire que quelque chose est vrai. L'attitude, donc la prédisposition et ce qui se passe réellement dans la tête, les comportements, évidemment. Donc, c'est des actions qui vont être réalisées et les pratiques qu'on peut aussi traduire comme synonymes. Donc finalement, ces quatre piliers-là sont les piliers de la culture sécurité et il va falloir agir sur ces quatre piliers-là pour avoir une culture sécurité positive et avoir quelque chose qui est cohérent et des actions qui sont cohérentes.
Donc ces quatre piliers, en fait, ils sont le reflet de la manière dont la sécurité est perçue, intégrée et appliquée au quotidien par les membres d'une organisation. Et si on veut changer la culture sécurité, il va falloir agir sur ces quatre piliers-là. La culture sécurité, c'est une notion qui a émergé il y a quelques années, et notamment grâce à James Reason, qui a publié un certain nombre d'études. Et la plus célèbre, en tout cas dans le domaine HSE, est le diagramme de Reason ou le fromage, diagramme de fromage suisse. Le constat étant que bah, finalement, quand on a un événement, on a dans quasi 100% des cas une erreur humaine liée à cet événement. Maintenant, ce que dit Reason, c'est qu'il y a plusieurs raisons à cette erreur. C'est soit l'action elle est non intentionnelle, soit l'action elle est intentionnelle. Il faut bien distinguer les deux, puisque quand on a par exemple une action intentionnelle, bah, ça peut être une faute, une violation, et il va falloir agir sur ça, soit en mettant en place des nouvelles règles, soit en sachant pourquoi cette règle elle n'a pas été respectée volontairement. Il y a aussi les habitudes, on parlait tout à l'heure des pratiques, la routine est quelque chose qui entraîne un nombre important d'accidents. Sur les actions non intentionnelles, on peut avoir bah, des ratés ou des lapsus, et puis il va falloir se concentrer aussi sur les actions à mettre en œuvre, les actions de communication, les actions de formation, par exemple, pour pallier à tout ça. Maintenant, une fois que ce constat est posé, donc qu'on a une erreur humaine, l'objectif étant bah, de les corriger et de pouvoir avoir une idée d'où viennent ces erreurs-là. Pour arriver à ce constat-là, il y a une méthodologie qu'on applique et qu'on a mis en place qui peut vous servir et que du coup, on va vous présenter dès maintenant. Et je laisse la parole évidemment à Samuel pour présenter la méthodologie. Merci. Donc, en effet, on va pouvoir faire le lien entre la notion de comportement et la notion de culture sécurité. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter donc, la méthodologie que nous avons pu mettre en place un certain nombre de reprises et que potentiellement vous pourrez appliquer dans votre organisation. Donc, cette méthodologie, elle se découpe en cinq grandes phases. La première qui va être la préparation, puisque comme toute nouvelle démarche, le but, ça va être de la préparer, de définir le périmètre et les modalités. La seconde va consister donc, observer et recueillir donc, la perception du personnel pour essayer de comprendre justement leur comportement et identifier les potentiels biais. Une analyse est assez approfondie justement de ces deux sources d'informations, donc le questionnaire et les observations, que l'on va pouvoir consolider et synthétiser dans un rapport. Et enfin, les données de sortie donc, de l'analyse permettront de consolider une feuille de route qui sera en ligne avec une stratégie, donc votre stratégie d'entreprise. Et enfin, une étape de suivi qui permettra donc de s'assurer que la feuille de route elle soit pertinente et qu'elle soit mise en place. Et aussi de pouvoir réitérer l'exercice ultérieurement en fonction de la période qui sera définie. Donc, comme je disais, hein, pour ce qui est de la préparation, la mise en place d'une démarche d'évaluation de la culture sécurité, ça peut s'apparenter à un projet puisque c'est quelque chose de nouveau. Et en fait, l'objectif de créer cette équipe projet va être de pouvoir l'idée de faciliter la mise en œuvre de l'ensemble de l'approche. Cela va permettre également de valider donc, le périmètre de l'étude, donc aussi bien d'un point de vue organisationnel, interne, externe, que d'un point de vue géographique, en fonction de la configuration et de votre organisation. Ces éléments sur le périmètre vont aussi permettre de définir le nombre de réponses qui seront attendues par la suite lors du questionnaire, afin d'avoir une étude la plus représentative possible et que les données quantitatives, pardon, puissent être analysées de manière pertinente. Forcément, la définition d'un planning et d'échéance afin de pouvoir rythmer et de s'assurer que le projet puisse être mené à bien. L'animation donc d'une réunion de lancement hein, ou un comité de pilotage de manière transverse, donc avec les membres de la direction et également peut-être du management intermédiaire afin de pouvoir ensuite déjà donner une première information au personnel de l'entreprise et de sensibiliser de manière assez macroscopique l'ensemble du personnel. Et enfin,
avant de pouvoir vraiment lancer la démarche, faire une communication assez large à l'ensemble de l'entreprise pour leur présenter les objectifs, les enjeux et ce qui est attendu de chacun du personnel pour les faire ensuite adhérer à la suite du projet. Donc la phase de questionnaire, qui va être la phase qui va permettre de recueillir la perception du personnel et potentiellement de comprendre certains comportements. Donc l'objectif, dans un premier temps, va être d'étudier un petit peu l'organisation, de pouvoir analyser la documentation qui est déjà en place, afin de pouvoir personnaliser un maximum les dénominations des questions pour que le personnel puisse s'identifier et puisse vraiment adhérer au sujet. L'ensemble des questions sont définies selon l'échelle de Likert ou l'échelle d'attitude sur une échelle de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord, ce qui permettra d'obtenir et de récolter l'avis du personnel. L'ensemble du questionnaire donc, sera partagé pour une période donnée et dont la durée sera communiquée en amont. Et une communication donc, générale avec l'accès au questionnaire partagé à l'ensemble donc, du périmètre, donc interne et externe, si par exemple vous souhaitez consulter vos parties prenantes, sous-traitants ou entreprises extérieures. Ensuite, un élément important, c'est le suivi périodique, bien évidemment. On va définir en premier lieu, donc dans la préparation, un nombre de réponses attendues. On va dire un nombre de réponses attendues minimum euh, et maximum, l'objectif étant de se situer entre les deux. Donc le suivi va être très important afin de s'assurer de pouvoir relancer et de communiquer au personnel et de cibler les communications en fonction des populations qui auront répondu ou pas, pour s'assurer de récolter le maximum d'informations et le maximum de données pour pouvoir ensuite les traiter. Et l'ensemble de ces informations aussi les partager au sein du comité de pilotage pour communication au comité de direction. Et enfin, une fois que le questionnaire sera clôturé, donc le délai va être entre 2 semaines et un mois en fonction de la complexité et de la grandeur de l'entreprise. Une fois que le questionnaire donc, sera clôturé, on pourra déjà réaliser une première analyse macroscopique de l'ensemble des données. Et l'objectif, ce sera de pouvoir identifier déjà les premiers points sensibles ou les premières disparités sur certaines thématiques qui auront été questionnées, afin de pouvoir, dans un second temps, personnaliser donc les interviews ou les observations sur le terrain et essayer justement de valider ou, à contrario, d'infirmer les différents retours et les différentes perceptions. Les thématiques qui sont observées durant le questionnaire, donc sur lesquelles on va pouvoir poser entre 5 et 6 questions par thématique. Donc forcément, le système documentaire, c'est un premier élément de base donc, qui est en lien avec le système de management. C'est de s'assurer, est-ce que le personnel a connaissance de ce système, est-ce qu'il l'utilise, est-ce qu'il le sent, est-ce qu'il le pense adapté ou pas à son activité quotidienne. Euh, Questionner également sur la notion d'organisation et de ressources, savoir si c'est adapté, l'évaluation des risques, la connaissance des moyens de prévention et leur utilisation, la connaissance des indicateurs, des objectifs, savoir si le personnel a des informations et sur les résultats, sur l'avancement des objectifs qui sont définis par votre organisation. La notion de compétence également, l'engagement de la direction, savoir si le leadership HSE est démontré avec une présence terrain euh, périodique ou régulière. Les inspections également, la notion d'analyse et d'amélioration, savoir si il y a une participation lors de l'analyse des incidents ou des accidents pour éviter forcément qu'ils se répètent. Et enfin, est-ce qu'ils ont la possibilité de partager eux-mêmes des informations ou de remonter de l'information? Donc, tous ces éléments vont nous permettre d'avoir déjà une première vision sur l'ensemble de ces thématiques. Ensuite, on va donc pouvoir affiner la notion de questionnaire terrain et des observations avec les données donc, qui sont issues de l'enquête. Un élément qui peut être intéressant lorsqu'on met en place ce genre de démarche pour justement éviter les biais ou éviter le frein du personnel à répondre ou à agir de manière correcte, c'est de faire intervenir soit des personnes transverses ou d'autres services pour la réalisation de ces observations, ou bien des personnes externes qui vont avoir un regard neuf et neutre sur l'organisation et sur les comportements. Ensuite, bien préciser donc les objectifs de la démarche,
L'objectif étant forcément d'observer les comportements, mais aussi également de pouvoir échanger avec les différents niveaux hiérarchiques et les différents départements. Donc prévoir un moment assez important pour ce genre d'échange. Observer donc les pratiques qui soient les pratiques quotidiennes ou bien des pratiques qui sont pas routinières afin de pouvoir justement évaluer quelle est la capacité et quels sont les comportements du personnel vis-à-vis de situations qui sont pas familières, ce qui permet justement d'avoir une première aperçu de comment on va pouvoir, comment les outils de prévention sont utilisés au quotidien et savoir s'ils sont adaptés et connus. Enfin, on va pouvoir aussi consulter la documentation hein, pour s'assurer qu'elle soit en lien et qu'elle soit utilisée. Et enfin, le but, ce sera de pouvoir justement présenter l'ensemble de ces premières conclusions au management local ou aux différents responsables pour justement eux-mêmes les faire adhérer à la démarche et les faire adhérer aux conclusions. Parce que le but hein, de cette étape, c'est d'échanger forcément et de pouvoir s'assurer que ce qui a été identifié lors du questionnaire se vérifie sur le terrain et s'il y a des différences, pouvoir les expliquer. Ensuite, l'étape d'analyse, donc on va récolter un certain nombre d'informations, des données qualitatives, des données quantitatives. Le but va être de devoir les consolider pour les faire matcher, s'assurer donc qu'elles soient pertinentes. De ce point-là, on va pouvoir identifier donc des points forts, des points d'amélioration, des points sensibles aussi, en fonction des thématiques qui seront identifiées. Et de là, on va pouvoir justement consolider un rapport qui soit assez complet, synthétique, et qui soit présenté donc aux différents membres du comité de pilotage ou au comité de direction. De même, le but sera donc de les faire adhérer lors de la restitution à la démarche pour s'assurer que les conclusions elles soient validées et que tout le monde soit aligné avec les différents constats. Auquel cas, ça sera difficile de pouvoir passer à l'étape suivante de feuille de route. Pour ce qui est de l'analyse de la perception, donc on va avoir différents niveaux qui sont associés donc, à l'échelle. Donc on va avoir un premier niveau qui est considéré comme pathologique, qui est le niveau le plus faible, où là l'ensemble de la population, du personnel va considérer que la sécurité est un fardeau, hein, que c'est un obstacle et que ça ne sert strictement à rien. Et auquel cas, l'ensemble des événements et des incidents seront cachés et ne seront pas remontés au management, ce qui fait il n'y a aucune action qui ne sera prise. Le second niveau qui est le niveau réactif, donc là il y a des éléments qui sont réalisés, hein, mais notamment, enfin, principalement à la suite d'incidents. Donc on va être sur des actions qui vont être principalement réactives et sans vision long terme. On réagit à un incident. Le niveau calculateur, donc qui est un niveau intermédiaire qui est en lien justement avec tout ce qui est toute la mise en place du système de management. Donc on va avoir des règles, des procédures et une certaine organisation qui est en place. Cependant, pour l'ensemble du personnel, la notion de sécurité ou de responsabilité revient uniquement au management. Donc ils vont pas, et ce niveau-là, le personnel ne s'approprie pas encore la démarche. Le niveau proactif, donc justement, là, on arrive à cette notion de, on a les règles, les procédures et un système qui est en place, et l'ensemble du personnel donc se responsabilise et a conscience de son rôle au sein de l'organisation pour faire en sorte que la sécurité soit respectée et qu'il n'y ait pas d'incident. Et enfin, le niveau génératif, donc là, toutes les strates sont validées et l'ensemble du personnel a bien conscience que la sécurité, c'est l'affaire de tous et qu'on est aussi bien responsable de sa sécurité que celle de ses collègues et que la notion de sécurité est également intégrée à l'ensemble de la culture d'entreprise. Donc, toutes les décisions qui seront prises intégreront la notion de sécurité. Ce sera intrinsèque, on va dire, à l'activité et à l'organisation. Donc, on va pouvoir positionner, on va dire, le niveau de culture de l'entreprise en fonction des réponses à l'ensemble des questions et aux observations sur l'échelle. Donc, si vous le souhaitez, on peut prendre une petite 30 secondes pour que vous puissiez nous partager, à votre avis, hein, sur la base de ces différentes définitions, quel serait le niveau de culture sécurité de votre entreprise aujourd'hui.
si vous pouvez nous partager l'information dans le chat, ce serait intéressant de pouvoir voir justement comment vous positionnez vous actuellement sur la base uniquement de ces quelques définitions. Auquel cas, pourra rebondir dessus. Donc à la suite, hein, forcément, on va avoir une vision macroscopique donc de la culture sécurité de l'entreprise. Mais l'objectif est également aussi de pouvoir cibler en fait par thématique quel est le niveau associé pour pouvoir pour pouvoir dans l'étape suivante cibler les thématiques qui sont prioritaires et pouvoir identifier des actions qui soient adaptées pour pouvoir arriver, on va dire, au niveau de maturité le plus élevé qui sera le niveau génératif. Et également de pouvoir se dire que ces thématiques qui sont prioritaires via le résultat de l'évaluation, il faut aussi qu'elles soient alignées avec les priorités et la stratégie sécurité, on va dire, globale de votre organisation. Pour ce qui est de l'étape de feuille de route, donc de manière générale, on va pouvoir donc définir des actions, hein. L'objectif, c'est de pouvoir justement se positionner donc, sur les différentes thématiques. Là, c'est assez synthétique, mais ça vous permet d'avoir une idée. Par exemple, pour le sujet, donc sur la thématique analyse et amélioration, on va avoir donc les 5 niveaux. Sur les 5 niveaux, on va pouvoir définir la situation, hein. Par exemple, pour le niveau réactif, voilà, il y a des informations qui sont remontées, mais par contre, les enquêtes, elles ne sont pas forcément suivies ou on va chercher un coupable. Donc, on n'est pas sur un niveau encore très mature. L'objectif va être de se dire jusqu'où on veut aller. Est-ce qu'on veut juste passer à l'étape calculateur dans un premier temps ou bien on se lance au niveau proactif génératif. On va faire l'analyse en fait d'écart entre notre situation actuelle et là où on veut aller. Et l'objectif est de pouvoir définir un certain nombre d'actions avec, avec des objectifs et des suivis pour justement arriver à ce niveau, par exemple, proactif où le suivi il est systématique et on va retenir des leçons et on va les partager à l'ensemble du personnel. Même chose, entre exemple, sur la compétence, on peut être à un niveau calculateur, on va avoir une matrice de compétences et on va évaluer l'acquisition de manière ponctuelle. À l'inverse, sur un niveau génératif, la gestion de la compétence, c'est quelque chose qui va être quotidien et sur lequel le processus il va être global à l'ensemble de l'entreprise. Voilà un petit peu des éléments. Le but pour définir cette feuille de route, de même, hein, ça va être de pouvoir convier différentes typologies de personnel, différentes strates également, opérationnel, management, pour pouvoir justement définir les actions qui soient les plus appropriées et qui soient les plus réalisables. Et de définir des indicateurs de suivi, bien évidemment. Une fois que cette feuille de route elle sera consolidée, il est essentiel de la communiquer à l'ensemble des personnes qui ont été sollicitées pour la démarche afin de leur démontrer la finalité, hein, et la finalité et le développement de la culture sécurité de votre organisation. Voilà. Pour l'étape de suivi, donc ça va venir dans forcément un dernier temps. L'objectif, c'est de conserver un certain fil et de toujours garder le personnel en mouvement et de les faire adhérer, hein. Donc, en bonne pratique, on va dire qu'il est important de récolter leur avis en fait en fin de démarche pour voir justement quel est leur ressenti vis-à-vis de l'approche et s'ils ont des potentielles pistes d'amélioration à proposer pour les prochaines campagnes. La mise en place donc, des différents outils et des différentes routines qui revient aux responsables des différentes actions. Donc, c'est vraiment l'action et la mise en œuvre. L'analyse périodique sur l'avancement revient peut-être davantage au comité de pilotage qui va avoir, lui, en charge le suivi de la mise en œuvre et aussi de s'assurer que les actions qui ont été mises en place sont bien efficaces et permettent de faire évoluer la culture et qu'elle soit adaptée. Auquel cas, c'est pas grave si l'action n'est pas adaptée, hein. Le tout est de pouvoir justement identifier l'inefficacité et de pouvoir développer une nouvelle action qui permettra de répondre au sujet. La communication, une fois de plus, pour les actions qui auront été définies comme prioritaires, donc en lien avec la stratégie de l'entreprise, il est essentiel de les communiquer et de faire des rappels régulièrement. Et donc en dernière étape, comme je disais, c'est une démarche qui est itérative
Donc le but, c'est une fois que votre plan d'action il sera clôturé, enfin la majorité des actions, ou bien que vous sentez une maturité augmentée, il est intéressant donc de répéter le même exercice pour pouvoir évaluer à nouveau et mesurer donc la progression de votre organisation en termes de culture sécurité. Maintenant, je vais pouvoir vous faire un petit parallèle par rapport au retour d'expérience et par rapport aux différents projets que nous avons pu mener au sein des Gilles internationales, euh, sur différentes typologies, sur différentes organisations, différents domaines d'activité. Les différentes bonnes pratiques donc, qui ont pu être, enfin, que l'on souhaite souligner sur la notion de comité de pilotage transverse, c'est un élément qui est assez puissant dans la mesure où on va solliciter différents départements et différentes ressources qui vont pouvoir avoir un regard assez intéressant sur la démarche et aussi pouvoir décimer l'information plus rapidement au niveau de leur service. D'un point de vue plus macroscopique, c'est la mise en avant dans votre politique générale ou dans vos objectifs annuels, le développement de la culture sécurité. Si c'est identifié comme une priorité au niveau de la direction, eh bien, ça doit devenir aussi également une priorité pour l'ensemble du personnel et donc leur implication dans la démarche sera renforcée. Pour avoir un avis extérieur, il est aussi en fonction de votre organisation. De même, hein, si vous faites appel à un certain nombre de prestataires ou de sociétés de services pour réaliser des activités au sein de votre organisation, il est intéressant de les consulter pour avoir, eux, leur ressenti vis-à-vis de votre maturité. Donc, soit ils seront plus matures ou moins matures que vous, mais en tout cas, ça permettra d'avoir leur avis. Autre point essentiel pour s'assurer de récolter un maximum d'informations et de données au niveau du personnel opérationnel, donc dans des configurations diverses et variées, mais par exemple sur des travailleurs, des opérateurs postés qui auront un temps de travail qui est assez rythmé et assez défini, il est intéressant de leur donner un laps de temps pour pouvoir renseigner le questionnaire sur leur temps de travail. Et enfin, un dernier point, pour la partie observation terrain, dans le cas où vous avez des règles de sécurité, règles d'or, qui sont définies dans votre organisation, il est intéressant de pouvoir de faire un focus dessus lors des observations pour voir comment elles sont utilisées au sein de l'organisation, comment elles sont comprises, et aussi de pouvoir voir justement comment elles sont respectées par l'ensemble du personnel. Voilà les quelques bonnes pratiques. Et ensuite, donc, quelques pièges à éviter. Forcément, au fur et à mesure des projets, on fait des retours d'expérience, on apprend des erreurs, c'est l'objectif de l'amélioration. Donc, un premier sujet, pareil, hein, ça va s'applique pas forcément à toutes les organisations, mais dans le cas où vous êtes sur une dimension internationale avec différentes langues et un fonctionnement très corporate où tout va être en anglais, il est important de pouvoir proposer le questionnaire au personnel des différents pays dans leur langue afin qu'ils puissent comprendre au mieux et éviter les barrières de langue ou de sémantique. Poser des questions qui soient trop précises d'un point de vue démographique, donc sur la durée d'ancienneté dans l'entreprise ou le département, le poste, ce genre de choses. Si c'est trop précis, on risque de freiner la démarche et le personnel risquerait d'avoir peur d'être identifié et donc il pourra répondre de manière biaisée au questionnaire, ce qui perdrait donc en objectivité. Poser des questions qui pourraient susciter l'interprétation, donc si c'est pas assez clair, pareil, on va pouvoir se dire soit on répond pas ou soit on répond à côté, parce que du coup on n'a pas compris la question. Faire en sorte que le questionnaire il soit pas trop long. De même, hein, l'objectif c'est de garder l'attention des personnes qui vont y répondre. Si c'est trop long, on a déjà tous répondu à des questionnaires ou à des enquêtes. Si c'est trop long, à la fin, on a tendance à bâcler les réponses. Et donc, forcément, lorsque l'on traitera les données, on perdra également en objectivité et en pertinence. Et dernier point, je l'ai répété à quelques reprises, mais l'absence ou le manque de communication régulière sur la démarche, aussi bien au lancement, pendant que à la fin,
Une fois qu'on aura développé les actions, si on ne communique plus régulièrement dessus, le risque, ce serait que les personnels se désintéressent de la démarche et auquel cas, ce serait bloquant pour pouvoir développer le niveau de maturité. Euh, Maxime maintenant va pouvoir vous présenter quelques leviers d'amélioration qui ont pu être identifiés au fur et à mesure, pareil, des projets. Effectivement, on a identifié, comme vient de le dire Samuel, des leviers d'amélioration au fur et à mesure des différents projets pardon, qu'on a pu réaliser. Et ces leviers d'amélioration, ils sont utiles pour vous à partir du moment où vous souhaitez mettre en place ce type de démarche, euh, parce que ce sont des actions plutôt concrètes et qui sont utiles. La première, c'est rechercher de l'information. Alors, ça peut être simple comme ça, mais il y a énormément de littérature sur la culture sécurité. Et donc, rechercher de l'information, c'est important à partir du moment où vous souhaitez mettre en place ce type de démarche. On l'a évoqué dans la partie méthodologie, mais écouter ces parties prenantes, c'est aussi un levier d'amélioration important parce que vous pouvez travailler avec des entreprises qui ont une maturité autour de la culture sécurité qui est plus évoluée que la vôtre et qui vont potentiellement vous conseiller sur des pratiques, sur des choses qui ont été mises en place de leur côté et qui vont vous faire progresser. Euh, Évidemment, s'assurer que les responsabilités elles sont partagées à tous les niveaux de la hiérarchie. Euh, c'est une démarche qui implique tout le monde, euh, du top management aux opérateurs. Et si vous n'avancez pas ensemble, effectivement, vous arriverez difficilement à des résultats. Enquêter pour comprendre les causes profondes des défaillances. Évidemment, quand on a un événement, comme on l'a vu tout à l'heure, on a potentiellement une cause humaine, mais derrière cette cause humaine, qu'est-ce qui se cache? Est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que c'est un problème de connaissance? Est-ce que c'est un problème de procédure? Et toutes les réponses à ces questions-là, il faudra les avoir pour mettre en place des actions concrètes et faire évoluer ces points. Euh, et un dernier point, c'est explorer de nouvelles façons d'améliorer sa performance au travers de différents benchmarking que vous pouvez faire ou en écoutant vos parties prenantes. Il n'y a pas de bonne façon d'améliorer sa performance ou en tout cas de trouver les solutions, mais il est nécessaire de trouver des nouvelles façons d'améliorer sa performance. Et le dernier point, c'est agir. Agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement quand on dit qu'on lance euh, un diagnostic ou en tout cas qu'on veut faire évoluer sa culture sécurité, il faut faire ce qu'on dit, il faut le mettre en place. Et ces leviers d'amélioration, s'ils sont pas mis en place, bon, la liste évidemment n'est pas exhaustive et vous aurez au fur et à mesure de l'avancée de votre projet plusieurs idées. Mais il faudra les mettre en place et donc agir. Et quand on dit agir, on pense notamment à l'implication et au leadership de cette démarche-là, hein. Leadership engagé, c'est vraiment vital pour ces éléments-là. On a parlé de communication, mais évidemment, cette communication, elle doit être à la fois horizontale et verticale, ascendante et descendante, parce que, voilà, comme on l'a dit à plusieurs reprises, les informations doivent venir de partout. Et cette communication, elle se traduit autour du système d'information. Système d'information, c'est-à-dire comment les informations peuvent être remontées, comment vous êtes informé de ce qui se passe sur le terrain, etc. Et justement, si vous mettez en place un système d'information ou si vous avez déjà en place un système d'information, vous allez petit à petit initier une culture du partage ce qui va vous permettre finalement de garder de la confiance. On sait que à partir du moment où les opérateurs ou les ouvriers ou les techniciens font des remontées et qui n'ont pas de réponse, forcément il y a une confiance qui se brise. Donc cette confiance, elle est nécessaire dans ce type de démarche-là. Et à partir du moment où vous aurez acquis la confiance et vous aurez des éléments, vous pourrez travailler sur la flexibilité des personnes et les faire évoluer et avoir une augmentation de leurs compétences qui vont pouvoir initier une volonté de changer et donc un nouveau potentiel système d'information. Donc c'est un cercle vertueux qui vous permet de progresser, mais il est
encore une fois, important d'avoir tous ces éléments en tête, en place et qui fonctionnent pour progresser. Donc on a parlé de la flexibilité face au changement. C'est vrai que ce type de démarche-là et surtout les conclusions euh, peuvent être difficiles à entendre pour certaines populations. Donc bah, il faut vraiment qu'il y ait une dynamique de groupe qui soit instaurée pour justement faire face aux changements qui vont arriver. Et puis derrière, une mise en œuvre concrète de ces éléments pour justement bah, progresser effectivement et pas juste dire, mais faire aussi. On a une petite phrase qui est intéressante, euh, qui traduit un peu la mise en place de cette culture sécurité. Donc, si la sécurité est devenue une valeur fondamentale de l'organisation, la conformité devient intrinsèque à la manière dont le travail est exécuté. C'est une phrase qui résume parfaitement le concept de la culture sécurité intégrée et de sa mise en œuvre. Donc, voilà, finalement, on vous a présenté un certain nombre de points importants de notre point de vue, évidemment, et de notre expérience. Une méthodologie qui fonctionne, qu'on a pu tester. Donc, euh, vous pouvez essayer de la mettre en place. Et en synthèse, ce qu'il est intéressant de dire, c'est que bah, finalement, on a 8 éléments clés qui sont importants. Le premier, ça va être la sensibilisation aux enjeux de la démarche. C'est le premier point à partir du moment où vous souhaitez lancer ce type de démarche-là. C'est la sensibilisation, c'est-à-dire que faire adhérer tout le monde et avoir un certain nombre d'informations à communiquer pour les échéances qui arrivent. Évidemment, promouvoir la transparence et l'objectivité, c'est un frein, comme on l'a dit. Transparence et objectivité sont nécessaires autour du questionnaire, autour des entretiens ou autour des observations de terrain qui peuvent être faites. Et si on n'a pas cet élément de transparence et d'objectivité, les résultats reflèteront pas la réalité. Solliciter toutes les parties prenantes pour recueillir leurs perceptions, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Évidemment, observer et échanger sur le terrain, c'est fondamental d'avoir les éléments du terrain et de recueillir les avis. Consolider, restituer les résultats, parce que va y avoir des données quantitatives, des données qualitatives qui vont arriver. Il va falloir les mixer pour finalement définir une feuille de route adaptée à la stratégie de l'entreprise, à la stratégie sécurité, définir potentiellement de nouveaux objectifs, définir des indicateurs liés à cette démarche-là. Et puis derrière, une fois que tout ça aura été fait, il va falloir engager et accompagner les responsables d'action, puisque peut y avoir des actions importantes qui vont, comme on l'a dit tout à l'heure, changer le système dans sa globalité. Et puis ensuite, informer et communiquer régulièrement sur l'avancée du projet, sur l'avancée des actions, sur l'avancée de la maturité, si vous refaites une évaluation, pour que finalement, tout ce que vous avez fait, les 7 étapes d'avant, elles soient concrétisées, ça soit matérialisé par des chiffres autour de communication, pour que les gens voient que les efforts qui sont mis en place payent. Euh, donc, on arrive à la fin de ce webinaire. On va pouvoir répondre à vos questions sur le temps qui nous reste, s'il y en a, bien sûr. Donc, vous pouvez retrouver Égide International sur tous nos réseaux sociaux et nous sommes ouverts et nous attendons vos questions avec impatience, s'il y en a. Donc, le canal est ouvert. Donc la première question, peut-il y avoir des différences de vision entre le questionnaire et les évaluations de terrain? Samuel, tu as fait la méthodologie, je te laisse y répondre. Mhm. Entre le questionnaire et l'évaluation de terrain, en effet, justement, euh, ça peut arriver qu'il y ait un décalage entre ce qu'on va pouvoir recueillir comme données dans le questionnaire.
puisque parfois le personnel soit va avoir un peu peur d'y répondre ou à l'inverse va se lâcher de manière démesurée. Et en fait, lorsque l'on va réaliser les observations sur le terrain, on va voir que un certain nombre d'éléments sont en place, que c'est respecté. Et de même, l'intérêt lors de l'évaluation enfin, des observations, ça va être de pouvoir réaliser en complément donc, des interviews en face à face ou bien par petits groupes pour pouvoir justement ben, comprendre pourquoi il y a une différence et puis s'assurer qu'elle soit vraiment vraie et vérifiée. Mais euh, en soi, c'est pas gênant et justement, c'est peut-être même plus intéressant d'avoir des différences entre les deux, puisque du coup, ça va forcer à l'analyse et au questionnement, à la remise en question des différentes personnes qui sont impliquées sur ces thématiques. Parce que si on voit que tout est aligné et que tout est beau, en effet, on peut se poser la question de l'intérêt de la démarche. À l'inverse, comme dans n'importe quel sujet, hein, lorsque l'on va trouver un élément qui suscite une interrogation, on va creuser et ça va pousser à une analyse un peu plus approfondie. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet? Quelle est la durée totale du projet? Alors, la durée totale du projet, c'est un peu difficile à évaluer parce que comme on a vu dans les freins, si on a et si vous avez dans votre entreprise plusieurs sites, plusieurs éléments géographiques, forcément la durée peut être allongée. Ça dépend aussi de l'implication de chacun. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de durée fixe pour ce type de projet. On est plus sur euh, une durée qui va être adaptée à chaque circonstance, à chaque entreprise, et qui va être variable. La seule, la seule durée, entre guillemets, qui est fixe, c'est le questionnaire. Pour la réponse au questionnaire, il y a un délai qui est défini. On laisse en général entre 3 semaines et un mois pour répondre au questionnaire, pour être sûr que, en fonction des heures de travail, en fonction des rotations éventuelles, en fonction d'un certain nombre de paramètres opérationnels, on puisse avoir un panel de réponses et un nombre de réponses satisfaisant pour conduire l'analyse. Mais autrement, sur la durée totale, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise situation. C'est juste qu'il faut qu'on l'adapte à il faut que ce soit adapté à chacune de vos structures. Pas d'autres questions? Je crois que c'était très clair. Simplement. S'il y en a une, est-ce que cela peut être fait dans tout type d'entreprise ou de secteur d'activité, national ou international? La réponse est oui. Euh, dans tout type d'entreprise, oui, quelle que soit la structure et la taille de l'entreprise. Sur le secteur d'activité également. Après, il y a des secteurs d'activité où il y a plus de maturité que d'autres, mais en tout cas, effectivement, ça peut être fait dans n'importe quel secteur d'activité. Sur national et international, ça dépend de votre structure et de ce qui peut être fait, mais il n'y a pas de barrière, que ce soit taille d'entreprise, secteur d'activité ou géographique. Chacun peut, euh, chacun peut le faire dans son entreprise. Démarche même sur des sites certifiés ISO, oui. C'est comme on l'a dit, hein, les deux sont complémentaires.
avoir un système ISO signifie que vous avez des procédures en place, des processus en place, mais ça veut pas systématiquement dire que vous avez une culture sécurité qui est positive ou négative, peu importe. Donc oui, même si vous êtes certifié ISO, vous pouvez tout à fait mettre en place ce type de diagnostic et ça permettra peut-être aussi de renforcer certains processus ISO euh, et ça permettra d'avoir un état des lieux supplémentaire. Donc oui, même sur des sites certifiés ISO. Comment faire adhérer les gens à cette culture sécurité? On a tenté de vous donner quelques informations, mais comment faire adhérer, c'est une très bonne question et ça dépend de beaucoup de facteurs. Il y a la communication en amont, comme on l'a déjà dit. Il faut que cette démarche aussi, elle soit portée par la direction, dans le sens où si votre direction elle n'est pas impliquée, elle n'est pas motrice et elle fait pas preuve de leadership, évidemment qu'il y aura peu d'adhésion. Ensuite, c'est beaucoup d'informations et de communication au travers de la démarche, de s'assurer que bah, les différentes étapes sont communiquées, qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données aux personnes pour justement que s'il y a des éléments qui sont mis en place à la suite des questionnaires, à la suite des visites, ces personnes puissent éventuellement s'identifier à certains éléments et puissent se dire, OK, ça progresse parce qu'on a remonté telle et telle chose. Donc il y a ces éléments-là qui sont très importants autour de la communication. Et puis c'est l'intérêt de la démarche, pourquoi vous le faites. Si vous l'objectif final de cette démarche-là, d'améliorer les conditions de travail, de faire progresser chacun de vos salariés, va être aussi un levier pour faire adhérer les gens. Samuel, tu veux compléter peut-être? Non, je disais, enfin, en effet, peut-être pour compléter, juste faire comprendre que c'est une démarche qui est proactive, qui est dans l'intérêt Mm. de tous. Et peut-être qu'on n'est pas sur. Faire comprendre que c'est pas une démarche qui est répressive, où on va être bon, mauvais ou nul. Le but étant de statuer sur un niveau de culture et sur cette base, se dire, bah voilà, on souhaite s'améliorer, on aimerait aller au-delà. Et pour ce faire, on a besoin de l'ensemble du personnel. À l'inverse, peut-être d'une inspection ou d'une visite, faut peut-être décorréler la notion d'évaluation de la culture sécurité. Peut-être que même parfois on peut utiliser la notion de diagnostic, comme ça fait un peu moins peur et on a moins la sensation d'être évalué ou d'être audité. Et ça peut déjà être un frein en moins à la démarche. Voilà ce que je voulais dire. Sur la Oui. démarche, on a une autre question sur est-ce que cela peut aider dans le cadre d'une démarche MAS? Bah, le nouveau référentiel MAS 2024 euh, à augmenter les exigences autour de la culture sécurité. Donc, oui, potentiellement, ce type d'élément peut aider dans le cadre d'une démarche MAS, peut aider sur la construction d'un plan d'action. Encore une fois, ça va être un plan d'action lié à la culture sécurité, pas forcément que au MAS. Donc, ce sont vraiment deux choses différentes, mais qui sont complémentaires et qui peuvent faire progresser votre entreprise. Donc, oui, ça peut aider dans le cadre d'une démarche base, surtout avec le nouveau référentiel 2024. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bah,
Merci à vous de nous avoir écoutés. On va Merci pour pouvoir, ce moment. on va pouvoir clôturer s'il n'y a pas de questions. Toujours pas de questions des derniers retardataires? Non? Ok. Bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés pendant cette petite heure de webinaire. Et puis, bon courage à ceux qui veulent mettre en place cette démarche. Puis voilà. Merci Merci à à vous tous, bonne aussi. journée.